Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech en un seul clic. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Chers auditeurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Ifriqiya FM. Ici Moïself, je serai avec vous pour ce nouveau numéro d'Africatech. Africatech, l'émission qui traite les progrès technologiques de notre continent. Vous connaissez nos 3 rubriques, ainsi que leur ordre. Nous commencerons avec la Minute Click, la rubrique qui présente les actualités du paysage technologique africain. Ensuite, nous écouterons dans la Minute Décryptage un entretien avec le directeur de la Bourse d'Alger, Monsieur Yazid Ben Mouhoub, au sujet de la digitalisation des ordres de bourse. Enfin, nous terminerons avec le débat virtuel avec nos chroniqueurs du jour sur l'arrestation de 22 Chinois en République de Zambie pour la cybercriminalité. Mais avant de passer à la Minute Click, laissez-moi vous présenter ceux qui vont m'accompagner aujourd'hui. Alors, je serai en compagnie de nos très chers chroniqueurs. Je cite Chérifa Obon du Gabon. Bonjour Chérifa. Bonjour Moïse. Je serai aussi en compagnie de Karen Novelle du Mozambique. Bonjour Karen. Bonjour Moïse et bonjour à nos chers auditeurs. Et pour finir, Joseph Aanda. Bonjour Joseph. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Alors Joseph, comment va le Cameroun? Ah, il va super. Comment ça se passe? Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et maintenant, place à la Minute Click. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares actualités phares de la semaine. Africatech. Zambie. En Zambie, 22 Chinois et un Camerounais ont été condamnés à des peines de prison et à des amendes pour cybercriminalité. Ces condamnations résultent d'enquêtes sur les fraudes internationales informatiques ayant causé des pertes financières importantes. En 2021, la Zambie a enregistré plus de 10 millions de cyberattaques, coûtant 5,6 millions de dollars. Tchad. Le Tchad et l'UNECA discutent de coopération numérique pour moderniser le pays. Le ministre tchadien des Communications a présenté le plan stratégique de développement de numérique et des postes 2020-2030 à Glaver Gatete de l'UNECA. Ce plan vise à transformer le paysage numérique tchadien avec des réformes en santé, éducation et télécommunications. Algérie. L'Algérie a lancé Switch Mobile, un projet d'interpolarité des paiements mobiles, permettant des transactions interbancaires instantanées via QR code. Selon le ministre des Finances, Laziz Faed, cette innovation s'inscrit dans la stratégie nationale de paiement électronique pour renforcer l'inclusion financière. De janvier à mars, plus de 13 millions de transactions mobiles ont été enregistrées, d'une valeur de 66 millions de dollars. Tunisie. La Tunisie déploiera la 5G en novembre 2024 avec l'aide de la Corée du Sud. Un protocole a été signé entre les ministères des technologies de la communication des deux pays. La 5G, partie intégrante de la stratégie nationale de transformation numérique 2025, vise à numériser divers secteurs incluant l'agriculture, l'éducation et le transport. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares actualités phares de la semaine. Africatech. Après avoir écouté l'agenda de la semaine, je vous invite, chers auditeurs, à prendre votre temps et à écouter l'interview que nous avons eue avec Monsieur Yazid Ben Mouhoub, le directeur de la Bourse d'Alger, où il nous fait un état des lieux et nous présente les perspectives du processus de digitalisation des ordres de bourse. Africatech. La Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Chers auditeurs, aujourd'hui nous discuterons de numérisation, d'économie et de finances en compagnie de Monsieur Yazid Ben Mouhoub, directeur de la Bourse d'Alger pour notre rubrique Décryptage. Bonjour Monsieur Ben Mouhoub. Bonjour Moïse. Alors c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors je tiens à préciser à vous, chers auditeurs, et pour vous aussi, parce que la Minute Décryptage, c'est la rubrique de notre émission qui sert à vulgariser, à rendre accessible à tout le monde certaines thématiques, principalement dans le domaine de la technologie. Alors vous, Monsieur Yazid Ben Mouhoub, vous êtes le directeur de la Bourse d'Alger. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer à nos auditeurs c'est quoi la bourse? Parfait. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis ravi de parler sur les ondes Ifriqiya, de l'Afrique. Oui. Je salue donc tous nos compatriotes du continent.
Alors la bourse, en fait, c'est une source de financement pour les entreprises, mais également un moyen d'investissement pour les particuliers et pour tout autre, on va dire, agent économique qui a de l'argent en plus, qui voudrait en fait l'investir. Une société pour financer par exemple sa croissance, peut s'orienter vers le banquier. Elle peut faire de l'autofinancement, mais elle peut aussi venir en bourse lever des fonds. Alors, la levée des fonds au niveau de la bourse se fait généralement par une ouverture du capital. C'est-à-dire qu'une société a besoin d'une certaine somme d'argent pour financer ses projets. Elle va donc sur le marché, elle va venir à la bourse, elle va émettre des actions, donc elle va ouvrir son capital, soit elle fait une augmentation de capital ou une cession des parts de certains fondateurs par exemple, et elle va les mettre à la disposition du grand public, d'autres entreprises, etc. Et donc ces gens vont acheter des actions, ils vont devenir actionnaires, et à charge pour l'entreprise, lorsqu'elle réalise des bénéfices, elle va distribuer une partie de ces bénéfices à ces actionnaires-là sous la forme de dividendes. Voilà, donc c'est la forme générale de financement via la bourse. Il y a aussi une autre forme de financement, ce qu'on appelle l'émission d'obligations, c'est-à-dire des sociétés qui ne souhaitent pas ouvrir leur capital. Elles peuvent s'endetter aussi sur le marché en faisant des émissions obligataires, grand public. Ça va permettre en fait aussi d'avoir, nous privilégions les deux types de financement via la bourse parce que ça impacte aussi tout ce qui est inclusion financière, etc. Ça permet donc d'attirer beaucoup de fonds vers le marché formel. Justement, en parlant d'inclusion financière, récemment, un communiqué avait été publié disant que les ordres de bourse devraient être digitalisés. Oui, alors notre souci en fait, c'est d'ailleurs une des recommandations de Monsieur le Président de la République, c'est de digitaliser tous nos secteurs économiques. Donc dans cette optique, il y a un projet qui date quand même de 3 ans ou plus, qui consiste en fait à digitaliser carrément le processus boursier. Toute la chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, en Algérie, si quelqu'un souhaite investir en bourse, il doit se déplacer dans une agence bancaire, signer un ordre de bourse, un ordre d'achat ou un ordre de vente, s'il a déjà des actions en bourse. Et cette agence va le transmettre à son intermédiaire qui, lui, va venir à la bourse physiquement pour introduire ses ordres en bourse. Donc, l'objectif pour nous, c'est en fait de rendre carrément la bourse digitalisée en mettant en place un nouveau système de cotation ou un nouveau système d'information qui va permettre dans une première phase à ces intermédiaires de se connecter directement au système de la bourse et d'introduire donc les ordres digitalisés. Et dans une deuxième phase, ça va permettre à ces intermédiaires de mettre à la disposition du grand public des plateformes technologiques, donc ça peut être des applications sur mobile ou autres, qui vont permettre au grand public d'acheter et de vendre directement en ligne. Ah, donc c'est pour le grand public. À terme. À terme, c'est pour le grand public, d'avoir carrément une connexion en fait entre les grands publics et ce qu'on appelle les investisseurs et la bourse. Donc, ils vont acheter et vendre directement en utilisant leur mobile. Ils n'auront plus à se déplacer, ils n'auront plus donc à chercher l'information. Tout se fera directement via des applications mobiles. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire l'échéance du projet ? Alors le projet avance très bien, nous sommes en phase, on va dire, finale des tests. Ah, très bien. Et nous allons normalement, j'espère bien, que d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, comme on dit, que le projet sera opérationnel. Mais sinon, au plus tard, il sera opérationnel durant le premier trimestre de l'année prochaine, je pense. Donc, très bien. On parle de digitalisation, mais est-ce qu'il y a réellement une demande ? D'abord, avant que vous puissiez répondre à cette question, comment est-ce que vous qualifierez le marché algérien de la bourse ? Alors le marché boursier algérien est en phase de mutation puisque depuis maintenant début d'année, nous avons enregistré l'introduction de la 3e plus grosse banque publique au niveau de la bourse d'Alger, qui est le Crédit Populaire Algérien d'Algérie, oui. Et qui a fait donc son entrée en bourse et avec un montant, il faut le dire, c'est la première introduction, la plus grosse introduction en bourse en Afrique durant cette période-là. Par conséquent, le marché est en train de prendre de l'ampleur, est en train d'être redynamisé, et tout cela également, c'est grâce à la décision du président de la République qui a décidé d'introduire
au moins 2 banques en bourse. La première, c'est le CPA, donc l'introduction s'est faite. La prochaine, normalement, ça sera la Banque de développement local qui va aussi venir en bourse. Et Monsieur le ministre des Finances avait annoncé dernièrement qu'éventuellement une autre compagnie dans les télécoms, qui est Jay-Z, serait éventuellement cotée à la bourse d'Alger. Donc le marché est en pleine mutation. Et cela, j'espère aussi, puisque je considère cela comme un signal fort de la part des pouvoirs publics, pour les entreprises algériennes, qu'elles soient privées ou publiques, pour venir en force vers le marché boursier algérien. Est-ce que le but de tout ce processus, est-ce que derrière cela, on pourrait dire qu'il y a une volonté d'appeler des investisseurs étrangers, par exemple, ou on se limite qu'au marché local ? Alors, c'est une excellente question. Il faut savoir que l'investisseur, en général, cherche la sécurité, cherche les rendements, etc. Oui, le bénéfice. Sur ces aspects-là, l'Algérie offre quand même une stabilité politique depuis quelques années, depuis un certain nombre d'années, notamment. Et il y a aussi la nouvelle réglementation sur l'investissement, donc qui est venue donner beaucoup d'avantages aux investisseurs étrangers, la sécurité sur l'investissement. Et la bourse d'Alger ne doit pas être en reste de cela. Seulement, en l'état actuel, nous travaillons pour que nous gagnions ce qu'on appelle en profondeur de marché, c'est-à-dire avoir d'abord plus d'entreprises cotées. Aujourd'hui, nous n'avons que 6 sociétés cotées en Algérie. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un plus grand nombre d'entreprises cotées. Et peut-être, après cela, la réflexion éventuellement sur les investisseurs étrangers viendrait. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'investisseur étranger résident peut investir en bourse sans aucun problème. Du moment qu'il est résident. Du moment qu'il est résident, il est tout à fait possible d'investir en bourse. Et qu'en est-il des entreprises, je veux dire algériennes, entre côtes, mais qui sont à l'étranger ? Alors, on regarde en fait si l'entreprise a été créée en Algérie. Donc, si l'entreprise est créée en Algérie, on considère que c'est une entreprise algérienne résidente. Une entreprise à capitaux étrangers qui a son registre de commerce en Algérie est considérée comme une entreprise algérienne. C'est une entreprise algérienne. D'ailleurs, c'est sur cet aspect-là que le code des investissements ne fait pas de distinction entre les investisseurs étrangers et locaux. Ils ont tous droit au même traitement, donc il n'y a pas de discrimination. Et ça, c'est une excellente chose. Très bien. Aujourd'hui, nous rentrons dans une révolution, la révolution du numérique, avec l'intelligence artificielle, avec la blockchain et toutes ces technologies. Est-ce que ce sont des technologies que vous utilisez aujourd'hui dans ce processus de digitalisation ? Alors, il est clair que ce qui se fait, en fait, le développement de la technologie, comme vous le dites, est tellement, c'est-à-dire ça se fait d'une manière très, très rapide, et des évolutions de tous les jours. On ne doit pas être en reste de ce qui se passe. La nouvelle ou le nouveau système d'information, le nouveau système de cotation sera un système qui est d'abord aux normes internationales. Donc ça, il faut le préciser. Ça veut dire que le système de trading en Algérie n'aura rien à envier au système de trading sur les autres places connues à travers le monde. Donc sur cet aspect-là, les choses sont claires. Très bien. Après, il s'agit bien sûr d'implémenter certaines nouvelles technologies pour monter en cadence, pour monter en fait en efficience, en efficacité, en intégrant éventuellement dans le futur l'intelligence artificielle, la blockchain, pourquoi pas, et ce sont des sujets qui nous parlent dans tous les cas. Donc, une dernière question. Que répondez-vous à toutes ces personnes qui craignent, qui ont peur pour leur argent, pour leur investissement, mais qui souhaiteraient soit être cotés en bourse ou investir à la bourse? Alors, ce que je dirais, c'est que le marché boursier est un marché régulé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas un marché, on va dire, qui n'a pas de règles. Il y a une autorité de marché, qui est aujourd'hui qu'on appelle la COSOB, qui, elle, veille à ce qu'une entreprise, lorsqu'elle fait son entrée en bourse, présente suffisamment de garanties en termes de transparence, en termes de chiffres, en termes de la qualité de l'évaluation de l'entreprise. Et bien sûr, il y a des contrôles périodiques qui se font. Donc, je dirais qu'en parlant des entités, ce sont des entités sûres.
Mais après, l'investissement, quand on va sur un marché boursier, l'investissement, c'est toujours un investissement risqué. Mais plus vous risquez, plus vous gagnez, et éventuellement, plus vous perdez. C'est pour cela que le marché boursier travaille avec ce qu'on appelle des professionnels, ce qu'on appelle des intermédiaires en opération de bourse. Donc aujourd'hui, un des auditeurs, auditrices qui souhaiterait investir dans la bourse d'Alger, elle doit passer par un intermédiaire en opération de bourse qui lui-même a été agréé par cette commission. Donc tout est structuré, tout est assez protégé. Il n'y a pas de risque, on va dire, de perdre carrément son argent ou autre, mais voilà. Très bien. Un dernier mot pour la fin, peut-être un scoop? Ce que je dirais, c'est que nous sommes en plein, disons, préparation du processus d'introduction, notamment de la Banque de développement local, qui, j'en suis sûr, sera une réussite comme ça a été celui du CPA, et que cela va en fait ramener beaucoup d'entreprises au niveau du marché. Il faut savoir que peut-être en termes de scope, c'est que la cote officielle, c'est-à-dire de la bourse d'Alger, a été réorganisée depuis le mois de janvier, puisque nous avons un marché principal dédié aux grandes entreprises, mais maintenant nous avons un marché qui s'appelle le marché de la croissance, où les conditions d'accès ont été simplifiées et qui va permettre en fait aux PME et pourquoi pas aux startups de venir faire des levées de fonds à partir de 10 millions de dinars, c'est-à-dire 1 milliard de centimes. Et cela donc ouvre la porte grande pour ce type de société. Pour la fin de cette année? Non, le texte a été validé, donc la réorganisation est réelle depuis le mois de janvier. Donc à partir du mois de janvier, ces conditions sont... D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Benmouhoub. Et merci à vous, chers auditeurs, pour ce temps, pour que vous avez passé avec nous. Ce sera tout pour la Minute Décryptage. Et on se dit à tout de suite pour la dernière rubrique de notre émission, le débat virtuel. Africa Tech, la Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africa Tech. Chers auditeurs, mes invités et moi sommes de retour pour la dernière rubrique de notre émission, le débat virtuel. Vous le savez maintenant, je ne le cache plus, c'est ma rubrique préférée, la rubrique de partage, développement d'idées. J'espère que vous aussi vous en profitez comme nous le faisons. Africa Tech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Alors, comme mentionné tout à l'heure, nous parlerons de cybercriminalité parce que, effectivement, en Zambie, 22 Chinois et un Camerounais ont été condamnés à des peines de prison pour des amendes de cybercriminalité. Et je voulais avoir vos impressions sur cette nouvelle. Premièrement, en commentaire d'abord, avant d'entamer dans le vif du sujet. Ce que je peux dire, c'est... Déjà, on voit en fait que la cybercriminalité est réprimée. On a souvent tendance à dire qu'il n'y a pas assez de régulation dans ce secteur, dans le secteur du numérique. Et ce fait, c'est un exemple en fait que la cybercriminalité est réprimée en fait. Karen? Bon, ça montre qu'on a un défi devant nous, devant la cybersécurité. Nos gouvernements, ils doivent être préparés. Le peuple africain, nous tous, on doit être préparés parce qu'on sait que la technologie est en train de progresser. Donc, en même temps, les crimes, cybercrime, voilà, bien sûr que ça ne va pas laisser à côté. Donc, c'est des choses qui doivent aller en parallèle, ensemble. Voilà. Très bien. Et Joseph? Donc, pour moi, c'est pas glorifiant de voir un Camerounais ayant une très grande forme d'intelligence et l'utiliser à mauvais escient. C'est vraiment pas vraiment très beau. Et dans un autre cas, ça met en exergue que le système numérique au niveau de la Zambie n'est pas très fiable, surtout dans le cadre cybernétique, et il y a des améliorations à faire. Bon, moi je pense que c'est un peu dur d'attaquer la chose sous cet angle parce que c'est un peu comme dans n'importe quelle situation, le voleur, c'est celui qui dicte la danse en fait. C'est-à-dire que moi, je me protège après que le voleur ait fait quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne peux pas imaginer tous les cas de figure possibles dans lesquels je peux me faire voler. C'est le voleur qui va avoir quelque chose que j'ai laissé de côté, que j'ai oublié, et il va l'utiliser pour pouvoir
m'attaquer. Cette vision-là, pour moi, elle n'est pas bonne dans le sens où, si tu veux donc concrètement que on ne te fasse jamais voler, il faudrait d'abord qu'on te vole pour que tu puisses améliorer ton système de sécurité. Mais la question, c'est est-ce que c'est possible de faire autrement? Est-ce que tu peux te protéger sans qu'on te vole avant? Justement, c'est ça dans le travail d'un expert dans le domaine. Il est censé justement, c'est-à-dire selon ses compétences, prédire les systèmes qui pourraient être mis en place dans le cas d'un voleur, par exemple. Comment fera-t-il pour te voler? C'est vrai, c'est vrai. Mais en cybersécurité, on dit aussi que le risque zéro n'existe jamais. Parce que on il y aura c'est toujours. Vrai que t'es un expert dans le domaine. Oui, justement, je parle en qualité d'expert parce que je fais de la cybersécurité. Le risque zéro n'existe pas. Il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours un maillon faible. Il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte que l'attaquant puisse trouver sa cible, puisse atteindre sa cible. Mais bon, comme je disais, ça arrive. Le risque le plus grand, disent les experts, c'est l'être humain. L'être humain, il est faillible. L'être humain, il peut commettre des erreurs. Il peut commettre des erreurs. Ça peut être des choses toutes banales, comme par exemple laisser son mot de passe sur sa table. Moi, je veux avoir vos avis sur la question de cybercriminalité. En Afrique, bon, déjà pour parler de cybercriminalité, pour nos auditeurs, on parle de le cybercrime, en fait, c'est tout crime qui se fait sur Internet. C'est ça déjà qu'il faut comprendre. C'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que en Afrique, c'est pas tout le monde qui a Internet. En 2015, le taux d'accès à Internet sur tout le continent était seulement à 20% sur le continent africain, à la différence de l'Europe qui dépassait les 70. Ce qui faisait que, étant donné que l'impénétration n'était pas importante, donc les attaques étaient moins fréquentes. Mais maintenant, depuis quelques années, on avoisine, je pense qu'on dépasse maintenant les 40% de pénétration Internet. Ce qui fait que, comme Karen le dit, avec le développement des technologies, donc les pirates et les hackers aussi se développent aussi. Et malheureusement, c'est les bonnes personnes qui en payent les frais. Du coup, ma première question pour Sherifa, comment est-ce que la cybercriminalité affecte-t-elle le développement économique et la stabilité en Afrique? Ok, je pourrais dire que la cybercriminalité, c'est un frein au développement économique et la stabilité en Afrique dans une certaine mesure. Dans la mesure où je pense qu'une bonne économie est marquée par les entrées ou les apports qu'elle génère. Et donc, avec la cybercriminalité, on a souvent des pertes financières. Donc, la cybercriminalité entraîne des pertes financières, comme le cas qui a récemment eu lieu en Zambie, qui fait justement l'objet de cette discussion. On peut aussi noter en fait que Flutterwave, ils avaient également été victimes des cybercriminalités, ce qui a engendré des pertes. Donc, ça engendre des pertes financières pour l'entreprise, le gouvernement d'une manière ou d'une autre, mais également pour le consommateur, une personne une personne qui avait accès au service justement de l'entreprise. Donc, on peut également parler d'un frein à l'innovation. C'est parce que c'est comme Karen le disait, à la technologie, il faut associer en fait la sécurité. On peut pas en fait juste innover pour innover. Il faut innover et sécuriser en fait. Donc, le fait que ça ne soit pas sécurisé, c'est un frein à l'innovation. Parce que si je n'ai pas l'assurance, parlons du plan financier, si je n'ai pas l'assurance que mon argent sera bien gardé dans ton entreprise, je ne sais pas comment est-ce que je vais adhérer au service de la boîte ou de l'entreprise en fait. Donc c'est un frein à l'innovation en fait, et ça brise également la confiance que les individus peuvent avoir en fait à l'endroit des entreprises qui proposent leurs services. Et donc c'est vraiment très important aujourd'hui d'assurer la cybersécurité. Oui, pour renchérir ce que ma collègue Sherifa a dit aussi, il y a aussi le ralentissement du e-commerce en fait. Oui, Joseph. Il y a le ralentissement du e-commerce, la méfiance due aux transactions et sécuritaire est très importante pour tout utilisateur qui est un client par exemple d'une entreprise ou bien par exemple qui essaye de faire un achat sur Internet. S'il n'a pas cette garantie-là que concrètement son transfert sera vérifié dans les règles, ça enlève justement ce dont tu parlais. Il y a ce caractère de confiance là qui doit être établi entre le client et l'entreprise et qui essaie de vendre ses produits. Justement, tu soulèves quelque chose de très important parce que ça donne le droit de se demander quels sont les défis de sécurité posés par la cybercriminalité pour les gouvernements africains en fait. Parce que aujourd'hui en Afrique, on parle d'innovation, l'intelligence artificielle par-ci, les robots par-là, mais quels sont les réels défis par rapport à notre contexte en Afrique
pour la cybercriminalité? Bon, il y a déjà d'abord le défi sous-jacent dont Chérif a l'habitude de parler, qui est effectif. En fait, pour nous en Afrique, on a tendance à s'attaquer directement aux gros problèmes alors qu'on n'a pas déjà résolu les problèmes de base. Tu vois. On peut pas parler d'Internet, on peut pas parler de dispositions sur le plan sécuritaire, informatique, si on n'a même pas déjà l'électricité en fait. Parce que pour mettre en place toutes ces technologies-là, il nous faut avoir de l'énergie qui va nourrir ces technologies. Donc on doit déjà d'abord avoir un plan d'électrification sur le plan de notre territoire, petit peu complète en fait. Bon, maintenant, hypothétiquement, si on a déjà cela, je parle bien hypothétiquement si on a déjà cela parce que c'est pas effectif, et il y aura concrètement un accès, il y a les infrastructures technologiques qui sont inadéquates en fait. Déjà, ça c'est un défi de rapport premier. Il y a l'accès à l'Internet qui est limité parce que justement, à certains niveaux, l'Internet n'est pas également reparti. L'Internet n'est pas réellement reparti. Généralement, dans nos États, on se concentre sur les zones urbaines et on oublie un peu les zones périphériques. Et ça, ce n'est pas correct. Parce qu'eux, ils n'auront pas droit et accès à ces services-là. Il y a la technologie qui est aussi obsolète. Quand on parle de cybersécurité, on parle d'un monde en évolution permanente. Donc, on doit s'édifier sur les nouvelles technologies, particulièrement sur les technologies de la cybernétique, pour être tout le temps édifié par rapport à celle-là. Il y a un pénurie également de professionnels. Comme tu l'as si bien dit, le domaine cybernétique en Afrique, certaines personnes ne le connaissent même pas. Ils ne savent même pas que je peux avoir mon argent dans ma carte, quelqu'un vient, il me le soutire et je ne saurais jamais. Voilà, c'est différentes problématiques comme ça auxquelles nous sommes exposés. Oui, un autre point aussi que je peux rebondir, c'est par rapport au manque, je peux dire, de législation fort pour combattre aussi ces genres de crimes. Voilà, je crois que dans plusieurs pays africains, c'est encore un processus d'avoir des législations, des lois qui vont protéger quand même le peuple et aussi les entreprises de ces genres d'attaques. Et ok, si ça arrive, quel est le processus qui doit se suivre, quelles sont les condamnations à donner et tout. Donc ce sont des points qui nous, comme peuple africain en développement, en progrès, on doit avoir en compte quand même. Effectivement, Karen, ce que tu dis, c'est très pertinent parce que il est important de noter que il y a eu des initiatives. Il y a eu des initiatives de l'Union africaine et d'autres pays. Je pense que c'était en 2014, ils avaient essayé d'adopter une convention sur la cybersécurité et la protection des données. Mais malheureusement, beaucoup de pays n'étaient pas d'accord parce qu'ils disaient que ça entravait le respect des données, la liberté d'expression. Donc le projet a finalement été abandonné parce qu'il n'y a pas pu avoir un accord commun pour tous les États. C'est pertinent que tu le dises parce que c'est nécessaire, mais je pense qu'il faut du temps pour trouver un accord commun à tout le monde qui va satisfaire tous les partis. Mais c'est nécessaire qu'on travaille main dans la main. Chérif, je pense que tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir en fait sur les défis. On pourra aussi parler des ressources limitées en fait, tant les ressources financières que les ressources humaines. Je pense qu'aujourd'hui, on a évoqué le point dans l'une de nos émissions où on disait qu'on n'investit pas assez dans la cybersécurité en Afrique. Donc ça, c'est déjà un gros problème en fait, parce que si on veut former en fait des professionnels en cybersécurité, ce n'est pas simplement avec de la théorie, il faut de la pratique. Qui dit pratique dit ordinateur, appareil, connexion Internet et tout ce qui va avec. Pourquoi même pas faire appel à une main-d'œuvre extérieure? Ce n'est pas gratuit. Donc, on a un problème, en fait, ici, de ressources qui sont limitées. Un problème également de personnes qualifiées. Parce que si on parle de cybercriminalité et on se dit que, je sais pas, la personne va essayer de retirer de l'argent d'une banque via Internet, il faudrait être quelque part en mesure de pouvoir tracer la personne. Parce que si l'opération échoue, ou ça réussit, ils vont juste dire qu'ils ont été volés, tout ça. Mais comment retracer la personne, monter à la source? Si c'est déjà un professionnel à la base qui a effectué l'opération pour voler, elle a essayé de brouiller les sources et tout ce qui va avec. Donc on a besoin également justement
de professionnels ou des outils qui vont permettre de retracer la personne, de pouvoir la retrouver et appliquer la réglementation en vigueur. Il y a peut-être des collaborations aussi, non, entre les États. Les partenariats public-privé, c'est très important. Ou même entre, par exemple, si, je suppose, le Congo a besoin de formation dans le domaine de la cybersécurité, peut partir voir, par exemple, le Cameroun, qui a un certain niveau. Donc, parce que c'est ça s'opère, ça s'opère, mais ce n'est pas encore vraiment très vulgarisé. Parce que, par exemple, lorsque des étudiants vont aller faire des études dans des pays où concrètement ces domaines-là sont développés, ils devraient mettre, leurs compétences en vigueur pour leur nation, en fait. Tu vois un peu. Mais bon, le domaine, justement, en lui-même, n'est pas encore vraiment très vulgarisé. Maintenant, c'est à partir de cette sensibilisation-là qui sera faite, normalement, qui devrait être faite par les politiques au travers des différentes émissions, comme des médias comme celui-ci, comme des émissions télé où on doit encourager les jeunes justement à se tourner vers ces domaines-là. Oui, pour sensibiliser, faire prendre connaissance aux gens que le danger il est réel. Et comment réagir à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation pareille. Tu vois, un exemple tout bête, tu reçois une notification que tu t'es connecté, je sais pas, aux États-Unis, alors que toi t'es pas aux États-Unis. C'est pas logique. Et il y a une façon de réagir à ce genre de message. On va te dire, par exemple, généralement, ce qu'on recommande, c'est de changer le mot de passe à l'instant. Tu changes le mot de passe pour éviter que la personne qui s'est connectée puisse le faire avant toi et que tu puisses perdre l'accès à ton compte. Ça, par exemple, ce sont des choses que, je pense, n'importe qui devrait savoir à cette ère de la technologie. Justement, il faut, quand on parle de sensibilisation, quand je parle d'exemple banal, je peux te donner un autre exemple. Par exemple, c'est pas tout le monde qui a accès à un portable Android ou iPhone, ou voilà, qui a les nouvelles technologies. Bon, pour ceux qui utilisent encore les anciens portables, on va dire entre guillemets. Allô. Oui, entre guillemets. Certains reçoivent des messages, entre guillemets, on l'appelle des scammers, qui te disent que, ok, t'as reçu 10 000 francs, t'as reçu 50 000 francs sur ton compte, je sais pas, Orange Money et tout. Mets tes informations ici, là, et puis tu te retrouves en train de mettre tes informations comme ça. On accède même maintenant à ton compte et on tire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, exactement. Tu vois. Donc, c'est des éléments comme ça, on peut croire. Mais bon, alors, c'est très important de faire cette sensibilisation-là. Une dernière intervention, Karen, au sujet de la protection des données, ou protection des infrastructures. Joseph a parlé de sensibilisation avec Sherifa. Je pourrais rebondir sur ça aussi, de dire que maintenant, on a les réseaux sociaux. Bon, la plupart de nous, on a accès à les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a une côté qui n'a pas encore accès à ça. Mais les réseaux sociaux, c'est une des bonnes manières de faire, de sensibiliser, de faire des campagnes de sensibilisation pour qu'on puisse connaître un petit peu sur cette monde-là de cybersécurité et sobre criminalité. Profiter aussi, pourquoi pas, des formations dans les écoles. Pourquoi pas, c'est une façon aussi de faire connaissance à ce genre d'informations technologiques, oui. Des formations, des petites formations à l'école, des petites formations dans les entreprises, des publicités dans la télé, radio. Donc tout ça, ça va amener que tout le monde sache que ça existe et que c'est possible. Comment on peut réagir si on se trouve dans cette situation. Voilà. Très bien. Exactement. Et pour rebondir à ce que Karen disait, donc j'évoquerai la formation et puis la valorisation, des talents. Et on a au Gabon, récemment, le gouvernement a lancé un programme, je crois que ça s'appelle Digital E-Days. Ils ont demandé à des jeunes Gabonais de former des équipes. Normalement, c'est 10 grandes équipes composées de 3 membres. Ils vont proposer en fait des solutions pour digitaliser l'administration publique gabonaise. Je pense que c'est vraiment une très belle initiative. Très bien. Peut-être un dernier mot pour tout le monde. On va faire un tour de table. Joseph? Bon, je pense que à ce niveau de l'émission, une grande majorité des informations ont été dites. Tout ce que je peux dire à ce niveau, c'est que les politiques également doivent s'y incorporer dans ce combat-là. Oui, tout à fait. Parce que ça les concerne directement lorsqu'il y a vol d'informations. Et particulièrement des informations sensibles liées à la nation. Donc, ils doivent vraiment s'accaparer de ce problème et voilà, l'élargir et faire de telle sorte qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Très bien. Karen? Bon, juste pour dire que voilà, en même temps que le progrès avance très vite, c'est nécessaire aussi que cette côté-là, cette partie le partage d'informations sur la
Sur la cybersécurité. C'est face aussi présente dans différents réseaux sociaux et une collaboration inter-État, tu veux dire, voilà. En Afrique. Okay. Très bien. Sherifa? Pour moi, je reviendrai simplement sur la formation et la mise en valeur des talents. Et je pense que c'est des choses qui peuvent se faire à l'échelle d'un pays, à l'échelle sous-régionale. Et lorsqu'on parle de formation, mais ça peut également commencer dès le lycée, former les jeunes par rapport à ça. Le plus tôt possible. Oui, exactement. Ça peut commencer dans le lycée et s'étendre. Générer un amour même pour ce type de technologie, en fait, parce que il est plus facile pour quelqu'un d'être un excellent, un expert vraiment fantastique quand il a de l'amour pour oui, et je pense que c'est la matière ou la discipline qui est... Ce que tu dis est correct, et pour rejoindre ce que Sherifa dit, je pense que le lycée, c'est peut-être trop tard, parce que on commence à manipuler les smartphones bien avant de rentrer dans le lycée. Je pense que le mieux serait même que... L'école primaire. Oui, c'est-à-dire le plus tôt possible, dès que la personne a accès à un outil informatique, il doit connaître la responsabilité qu'il a de sécuriser ou de savoir garder ce qu'il utilise. Donc, pourquoi pas commencer bien plus tôt que le lycée, en fait? Et ben ça nous fait rentrer dans un autre débat. Les enfants face aux écrans. Oui, effectivement, oui. Thématique à prendre en compte. Ça, c'est vrai. Et il y a une émission qui est prévue là-dessus, pour laquelle je cherche encore des participants. Mais nous ferons peut-être une chronique ou un numéro spécial pour traiter la question. Et j'aimerais vous remercier, vous, chers invités. Je remercie aussi les auditeurs pour la fidélité qu'ils ont de participer avec nous, enfin, d'écouter. C'est les numéros que nous faisons. Je remercie également Asiba, qui est à la réalisation, et je vous invite, vous chers auditeurs, à retrouver ce numéro sur le Play Store et sur notre plateforme digitale. On se dit à la semaine prochaine, au revoir.